L'histoire commence dans une école où des élèves courent sur une piste pendant qu'un groupe de filles les encourage depuis la ligne de côté. Xu Jing, donnant tout ce qu'il a, réalise un temps de 2 minutes et 36 secondes. Aussitôt, toutes les filles de l'équipe de soutien sont sous son charme, poussant des cris d'admiration pour leur aîné, alors qu'il s'asperge d'un peu d'eau. Le protagoniste les laisse encore plus captivés grâce à son apparence. Une camarade s'approche ensuite avec une serviette pour essuyer sa sueur, et il la remercie gracieusement. Ravie qu'il ait accepté son cadeau, la fille s'enfuit, complètement troublée. Un instant après, une notification du système apparaît pour confirmer que le protagoniste a gagné de l'expérience en course. Il remarque que son expérience a augmenté de 20 points, un peu plus que d'habitude. Soudain, une autre notification s'affiche, son charisme a augmenté de 45. Jetant un coup d'œil à la foule admirative, il murmure que cette compétence inutile monte beaucoup trop vite. De nulle part, une énergie verte commence à se concentrer dans la main de Xu Jing, éveillant sa curiosité. Elle se matérialise rapidement en une petite sphère lumineuse reposant dans sa paume. Son regard se tourne vers un groupe de brutes de l'autre côté du terrain, le laissant perplexe. L'un des brutes le fixe d'un air menaçant, clairement prêt à provoquer quelque chose. À ce moment-là, son ami accourt, lui demandant ce qui se passe et s'il connaît ce type dangereux. Pris de panique, son ami finit par reconnaître la personne qui se tient là. C'est le plus grand tyran de l'école, puant, explique-t-il, se demandant pourquoi Xu Jing voudrait s'attirer les ennuis avec un gars pareil. Il lui demande si c'est encore à cause d'une fille, lui disant qu'il doit vraiment arrêter d'accepter leurs cadeaux. Mais Xu Jing ignore l'avertissement, lançant simplement la serviette à son ami. Celui-ci insiste que Pe Guangong n'est pas quelqu'un avec qui jouer, mais le protagoniste répond qu'il va s'entraîner. Xu Jing ajoute que même si l'entraînement peut sembler inutile pour les autres, il sourit et affirme qu'il est un cas particulier. Il serre le poing avec assurance, déclarant que pour lui, les choses fonctionnent différemment. Il se rappelle qu'un mois auparavant, il est inexplicablement arrivé dans un monde presque identique à la Terre, équipé d'un panneau qui récompense ses efforts par des points de compétence. Pour lui, le travail n'est jamais vain et donne toujours quelque chose. S'il s'entraîne assez, il peut même débloquer de nouvelles capacités. Bien que l'entraînement quotidien soit bénéfique, il épuise énormément son corps. Cela devient évident lorsqu'il ouvre son frigo complètement vide. Mais il ne se surpasse pas pour rien, il a un objectif bien plus grand. En sortant dans la rue, le protagoniste explique que cette zone est le 5e cercle métropolitain. La ville est divisée entre une zone interne et une zone externe. Plus on s'enfonce vers le centre, plus elle devient prospère. À seulement 6 mois de la fin de ses études, il doit faire un choix crucial pour son avenir. Au magasin, la caissière lui annonce un total de 210, le laissant choqué. Face à ce prix élevé, il commence à remettre certains articles pour pouvoir payer le reste. Sur le chemin du retour, il râle en disant que 5 coûte 30 et que l'économie de ce monde est folle. Soudain, une présence étrange l'alerte et il se met immédiatement sur ses gardes. Un chat noir apparaît de nulle part, miaulant juste devant lui et le surprenant. L'animal s'effondre ensuite dramatiquement, le faisant se demander s'il se fait arnaquer par un chat. Le petit animal reste immobile au sol, laissant le héros complètement perplexe. En s'accroupissant pour regarder de plus près, il voit que la petite créature est couverte de blessures. Le chat commence alors à parler, se lamentant de ne jamais avoir imaginé que le monde des chats errants soit si cruel. Choqué, le protagoniste se demande si un chat vient vraiment de parler. En l'observant encore, il repère une étrange bague dorée autour de la queue du félin, éveillant sa curiosité. Il prend délicatement la queue de l'animal pour examiner l'objet mystérieux. Tout à coup, la bague se met à briller tandis qu'une notification annonce la détection d'une substance divine. La divinité est ensuite absorbée, accompagnée d'une explication. Cette planète se nomme Earth Star. Il y a 287 ans, un être appelé Dieu a disparu. Ce jour-là, chaque humain a assisté à un immense spectacle, les yeux levés vers une pluie de météores. Depuis ce moment, les dieux ont disparu et l'humanité a créé son propre chemin. Cette lumière divine s'est dispersée à travers le monde, changeant la vie de tous. Le protagoniste déclare avec un sourire confiant qu'il deviendra lui-même un dieu un jour. Un peu plus tard, de retour dans son appartement, on voit qu'il a ramené le chat blessé chez lui. Il lui offre un bol de croquettes, espérant qu'il mangera. Mais l'animal détourne la tête avec un air de profond dédain. Agacé, le jeune homme dit « Tu es un chat errant. Tu devrais manger tout ce que tu trouves. » Le chat répète à quel point le monde des chats errants est impitoyable. Voyant ce comportement,
le héros commence à suspecter qu'il ne s'agit pas d'un chat ordinaire. Une idée en tête, il se dirige vers la cuisine pour prendre quelque chose. Il revient avec un énorme couteau de cuisine, laissant penser qu'il a des intentions peu amicales. Mais au lieu de faire du mal à la bête, il commence à cuisiner, gagnant même des points d'expérience en cuisine. Il cuisine comme un maître, perfectionnant ses gestes. Puis il présente un bol de porc sur du riz et demande au chat s'il veut manger. À la vue du plat, les yeux du félin scintillent et sa bouche s'emplit de salive. Il adore ça. Shu Jing comprend que son intuition était bonne. Ce chat est un humain transformé. Il est certain que cette transformation est liée à la bague dorée autour de sa queue. Brusquement, son système annonce que l'absorption de divinité est terminée et qu'une nouvelle compétence est débloquée. L'écran lui demande d'activer la capacité, et pour lui, la réponse est évidente. D'un regard déterminé, il choisit sans hésitation Ei. Une lumière éclatante jaillit tandis que le système confirme que la capacité de double vie a été activée avec succès. Peu après, une petite flamme dorée apparaît dans sa paume, l'émerveillant. Le système explique qu'il possède désormais 2 vies, lui permettant de revenir 7 jours après avoir été vaincu. Le protagoniste est totalement sous le choc en lisant qu'il a maintenant 2 vies en réserve. Il peine à comprendre le délai de retour de 7 jours et le temps de recharge de seulement 3 mois. C'est comme une armure de résurrection, pense-t-il, avant de se demander ce qu'est la compétence active. Cependant, le système lui indique que la compétence active est verrouillée et requiert encore de la divinité. Il adresse un sourire malicieux au chat, envisageant d'absorber un peu plus de son énergie. Mais en regardant de plus près, il remarque que le corps de la petite créature est couvert de cicatrices. En voyant cela, il décide qu'il serait cruel de prendre encore de l'énergie à un animal aussi blessé. Le jeune homme choisit donc de trouver une autre solution et caresse doucement le chat. Repu, le chat laisse échapper un miaulement mignon. Mais le protagoniste sait qu'il ne peut pas laisser l'affaire en suspens. Il décide de sortir pour chercher des indices sur la divinité, laissant le chat à ses propres occupations. Il quitte donc l'appartement, laissant le petit félin seul dans l'obscurité. Au moment où la porte se referme, l'expression de l'animal devient menaçante. Le chat reste silencieux dans la pièce sombre, ses yeux verts brillants scrutant les environs. La scène change pour montrer les rues pauvres de la périphérie, soulignant les disparités de la ville. Pour ceux qui vivent dans le cercle extérieur, il est expliqué que pénétrer dans le cercle intérieur est extrêmement difficile. Même s'ils réussissent à entrer, le coût d'entrée est si élevé qu'il pourrait ruiner une petite famille. Ce que la plupart des gens ignorent, cependant, c'est qu'il existe un autre moyen d'y parvenir. Shu Jing sait qu'en devenant un artiste martial, tous ses problèmes disparaîtraient. Soudain, un homme chauve armé d'une massue l'appelle depuis derrière, visiblement en quête d'ennui. Se retournant avec un regard froid, le protagoniste demande « Tu veux quelque chose ?» Le brute sourit « Aujourd'hui, c'est fini pour toi. » Impassible, notre héros demande calmement à quel frère le malfrat fait référence. En un éclair, il bondit en avant, mettant plusieurs voyous à terre avec une vitesse éblouissante. Avec un éclat dans les yeux, il active sa capacité de viser, prêt pour son prochain mouvement. Le chef des voyous admet que le garçon a quelques tours dans son sac, mais reste peu impressionné. Cela ne suffit pas. Le brute annonce qu'il va intensifier son attaque avec une aura de dragon bleu. Avec sa compétence de visée activée, le protagoniste se prépare à esquiver le coup. Le poing de l'adversaire s'écrase sur le sol, créant un cratère. Mais le jeune homme l'esquive sans effort. Étonné par la puissance de l'attaque, notre héros se demande si c'était une technique d'arts martiaux. Le brute se retourne et complimente l'agilité du garçon pour avoir évité un coup si puissant. Shu Jing est satisfait, sachant que les arts martiaux de Pyongyus lui évitent de perdre du temps à chercher des informations. Il s'approche et exige qu'il lui dise tout ce qu'il sait. D'un regard menaçant, le jeune homme avertit « Si tu ne coopères pas, je ne montrerai aucune pitié. » Un instant plus tard, le voyou est projeté contre un mur proche et s'effondre en tas. Le protagoniste s'avance lentement vers l'homme tombé, intensifiant l'intimidation. Terrifié, le voyou se rend rapidement, promettant de tout lui révéler. Notre héros esquisse un léger sourire, pensant que l'homme n'était pas aussi coriace qu'il le prétendait. Cependant, le voyou révèle qu'il n'avait qu'un seul mouvement et attaque de toutes ses forces. L'homme fonce avec une détermination féroce, prêt à achever le protagoniste. Son système active une compétence de combat à ce moment-là. Affronter un artiste martial de ce niveau est simple. Le voyou, maintenant terrifié, supplie le frère Jing de ne plus le frapper et d'épargner sa vie. Avec un sourire, notre héros s'enquiert du coup de poing que l'ennemi avait utilisé précédemment.
L'homme explique qu'il s'agissait de force intérieure, une technique qui concentre l'énergie à l'intérieur du corps. Quand le protagoniste lui demande comment la maîtriser, l'homme prétend ne connaître que les bases et implore sa clémence. Serrant le poing, le protagoniste demande sévèrement « Tu me fais marcher ? J'ai entendu des rumeurs sur toi », ajoutant que le voyou se met à pleurer et nier tout pour éviter un autre coup. Le jeune homme avertit que s'il n'apprend pas sa leçon, il recevra une raclée chaque fois qu'ils se croiseront. Il ordonne à l'homme d'écrire une lettre d'excuse et de la réciter 10 fois devant toute la classe le lendemain. Le voyou accepte précipitamment, et Shu Jing fait commencer un acolyte pour enregistrer afin de s'assurer que ses ordres sont suivis. Voyant le téléphone, l'homme panique et supplie notre héros de ne plus le frapper. Comme il n'a pas su expliquer correctement la technique, le protagoniste exige l'adresse du dojo à la place. La scène change pour montrer les gratte-ciels illuminés du cercle intérieur de la ville. Il se ferait un chemin dans la zone, suivant les indications pour atteindre sa destination. Son système affiche l'expérience gagnée grâce au combat, montrant que ses compétences ont progressé. Il réfléchit que se battre procure bien plus de récompenses que ses exercices d'entraînement habituels. Sur cette base, il décide de chercher d'autres combats. Enfin arrivé au Golden Wind Dojo, le jeune homme entre, annonçant sa visite, mais la réceptionniste lui fait signe de se taire, expliquant que le maître enseigne. En jetant un coup d'œil dans la salle, il est curieux de voir à quoi ressemble un vrai cours d'arts martiaux. À l'intérieur, le maître explique que la méthode de respiration est la clé pour débloquer la force intérieure du corps. Réalisant que c'est exactement ce qu'il recherchait, le jeune homme est ravi de cette opportunité. Il demande à la réceptionniste s'il peut participer, et elle, rougissante face à son charme, accepte. En se dirigeant pour trouver une place, il gagne 30 points de charisme et remercie la femme pour son aide. La réceptionniste s'inquiète qu'étant nouveau en arts martiaux, ils ne réussissent pas. Le maître poursuit ses instructions tandis que la femme craint d'être renvoyée si aucun étudiant ne réussit. Plusieurs élèves tentent de retenir leur souffle, mais un à un, ils abandonnent. La réceptionniste se décompose en voyant que même leur étudiant le plus prometteur a échoué. Elle s'approche du maître, suppliant pour quelques jours supplémentaires afin de trouver un talent approprié. La femme continue de plaider désespérément, mais le maître semble l'ignorer. En passant devant elle, il lui dit sèchement « Tais-toi », en désignant notre héros, toujours solide. Le protagoniste compte mentalement les dernières secondes, sentant l'énorme quantité d'oxygène dans ses poumons. Il ressent une véritable expansion du chui dans son corps, une pression sur le point d'exploser. Lorsque le temps est écoulé, il expire et son système le prévient. Capacité de force intérieure activée. Le maître s'approche de l'étudiant et lui demande comment il se sent après l'exercice. Entouré d'une faible aura bleue, le jeune homme répond qu'il se sent incroyablement revigoré. Le maître et la réceptionniste sont ravis et tentent immédiatement de le convaincre de rejoindre leur dojo. Sans avertissement, une créature étrange fracasse la porte du dojo et entre en trombe. Le monstre bondit, attaquant un étudiant et le projetant au sol. L'énorme créature insectoïde pousse un cri strident, se tenant au-dessus du corps de l'étudiant tombé. Tout le monde dans la pièce est figé par la surprise et la terreur devant cette apparition soudaine. Tout le monde, sortez maintenant, ordonne le maître au gestionnaire Telijang pour coordonner l'évacuation. La créature tourne ensuite la tête, ses yeux rouges brillants fixant les étudiants restants. Dans un éclair de mouvement, elle se précipite vers la réceptionniste, prête à frapper. Au tout dernier moment, Shu Jing la tire hors du chemin, la sauvant de l'attaque. Les deux tombent au sol tandis que le monstre passe à côté d'eux, son attaque manquant complètement sa cible. La réceptionniste, confuse, le remercie tout en souhaitant secrètement pouvoir rester dans ses bras pour toujours. Pour n'avoir rien fait, son système lui attribue 20 points de charisme supplémentaires. Il se rappelle l'explication du maître sur la force intérieure et observe le monstre, un plan se formant dans son esprit. Un sourire se dessine sur son visage alors qu'il décide que c'est l'occasion parfaite pour tester son nouveau pouvoir. Enveloppé d'une aura rouge de pure rage, la créature fonce vers lui. Mais notre protagoniste reste sur ses positions, assénant un coup de poing puissant en plein centre de la bête étrange. La force du coup crée une onde de choc, projetant violemment le monstre en arrière. Il se demande si la créature est aussi résistante qu'un cafard, capable de supporter 300 fois son propre poids. Si c'est le cas, il raisonne, je dois concentrer toute ma force en un seul point pour en finir. Sur cette pensée, l'énergie dorée de son corps commence à converger dans son poing pour l'attaque. Le jeune homme active sa capacité de coup 1 en 1, frappant le monstre avec un coup dévastateur. Le poing est si puissant qu'il envoie la créature à travers la pièce, tournoyant sauvagement dans les airs. À l'impact, la créature explose en morceaux,
projetant du liquide vers partout et éclaboussant son épaule. Le protagoniste remarque alors que la bête était bien plus faible qu'elle n'en avait l'air. Tandis que la réceptionniste le regarde avec admiration, le maître s'inquiète que son corps ne supporte pas autant de puissance. Soudain, les planches de bois sous ses pieds commencent à se fendre et à craquer sous la pression. La créature régénère son regard menaçant, lui demandant s'il veut continuer le combat. Impassible, le jeune homme répond que le résultat sera le même peu importe combien de fois il essaie. Ses méridiens Q commencent à se rassembler, se préparant à une attaque encore plus puissante que la précédente. Et d'un dernier coup, il anéantit la créature une bonne fois pour toutes. Il reste là, confus, ne comprenant pas ce qui vient de se passer ni pourquoi son coup a été si destructeur. Avant qu'il puisse analyser la situation, un autre monstre apparaît, fonçant vers lui pour attaquer. Il réalise instantanément qu'il s'est trop épuisé sur le coup précédent et est maintenant trop faible pour riposter. Mais juste avant que la créature ne l'atteigne, un rayon de lumière bleue la tranche en deux sans effort. La bête explose en fragments, laissant notre héros complètement abasourdi. En levant les yeux, il se demande ce qui se passe et qui vient de le sauver. Une femme aux cheveux blancs apparaît, se présentant comme le capitaine de l'escouade White Raven. Voidblade sécurise cette zone. Elle annonce que tous les civils doivent évacuer immédiatement. Il se demande si tous les membres de son organisation sont assez puissants pour éliminer un monstre si facilement. La capitaine observe le jeune homme, pensant qu'il ne peut pas avoir plus de 18 ans pour être aussi fort. Un sourire malin traverse son visage alors qu'elle pense « Il faut que je trouve un moyen de le recruter ». Elle s'avance et s'arrête juste devant lui, sa proximité le mettant un peu mal à l'aise. Elle lui tend alors une petite carte contenant des informations importantes. La femme lui dit de se rendre à l'adresse indiquée sur la note ce dimanche à 17h pour obtenir les réponses qu'il cherche. Bien que légèrement méfiant, le protagoniste accepte la carte et la range pour plus tard. La note l'oriente vers le 7e étage de la bibliothèque de Shinking pour leur rencontre. La réceptionniste accourt, inquiète, demandant s'il va vraiment bien. Elle commence à le tirer vers l'hôpital, mais le jeune homme insiste pour dire qu'il va bien. La réceptionniste lui demande de revenir demain, bien que le maître doute qu'il reviendra un jour. Profondément impressionné par la force du garçon, il le regarde disparaître dans les rues de la ville. Sur le chemin du retour, une notification du système détaille toute l'expérience acquise lors du combat. Il réfléchit que, grâce au coup 1 en 1, même la défense la plus redoutable peut être brisée. Souriant, il essaie de reproduire la sensation de rassembler le QI dans son poing. Mais en tentant, il grimace, trouvant l'exercice extrêmement difficile à réaliser. L'avertissement du maître résonne dans ses pensées et le jeune homme décide de se reposer pour réessayer demain. En marchant dans la rue, il contemple les secrets de ce monde et décide de vérifier l'adresse ce week-end. La scène se déplace vers la fenêtre de son appartement, révélant qu'il est tard dans la nuit. Il consulte son téléphone et voit une photo du chat bidouillant son ordinateur pendant son absence. Se tournant vers le félin, il demande « Que faisais-tu sur mon ordinateur ?» Le chat répond simplement par un regard innocent, mais le jeune homme ne se laisse pas tromper. « On réglera ça après que j'ai dormi », dit-il, laissant le petit animal perplexe. Sans un mot de plus, il s'effondre sur son lit d'épuisement, laissant l'animal confus. Le félin détecte alors une étrange odeur dans l'air, réalisant qu'il s'agit de l'odeur du sang venant de lui. Des étincelles électriques crépitent autour de l'animal qui se demande si le jeune homme s'est battu. Le chat devient furieux et déclare « C'est mon humain. Personne n'ose le maltraiter. » Sur ce, le chat saute sur le jeune homme pour le réveiller, exigeant de savoir ce qui s'est passé. « Je vais obtenir justice pour toi », s'exclame l'animal. Le protagoniste réalise enfin qu'il peut vraiment parler. Les paupières lourdes, il pense « Je savais déjà que tu étais humain. » En se tournant pour dormir, le félin supplie désespérément « Ne t'évanouis pas sur moi maintenant. » La scène passe au lendemain matin avec les rayons du soleil pénétrant dans l'appartement. Il se réveille complètement reposé et s'assoit pour un grand repas délicieux. Pendant qu'il mange, le chat demande « Alors, tu as vaincu un monstre ?» Le protagoniste confirme calmement l'histoire tout en continuant son petit déjeuner. Le félin devient pensif, se rappelant qu'il n'avait pas entendu de récents rapports de monstres en ville. Un sourire chaleureux apparaît sur le visage du jeune homme alors qu'il commence à caresser doucement l'oreille du petit animal. « Merci de t'inquiéter pour moi, Naré », dit-il, rendant le chat visiblement heureux. Le petit animal devient complètement confus, se demandant pourquoi le jeune homme a choisi ce nom. Le félin souffle. Tu devrais m'appeler respectueusement seigneur du clan. Tenant son téléphone, le protagoniste demande « Alors, que
Que faisait l'ornir sur mon ordinateur? Le chaton panique complètement, ne sachant pas quoi répondre. Il explique nerveusement que l'objet est un anneau de queue de chat, un type de relique divine extrêmement rare. Notre héros prend alors la queue du félin pour inspecter l'anneau de plus près, le surprenant. On explique que lorsque Dieu a disparu il y a 287 ans, ces reliques divines sont apparues. Tout s'éclaire enfin. Il comprend enfin comment l'anneau mystérieux peut absorber la divinité. Le félin se plaint. « Combien de temps vas-tu continuer à presser ma queue comme ça ?» Le jeune homme s'éclaircit la gorge. Nous consultons le manuel d'utilisation de l'objet. L'animal nie, affirmant qu'il essayait en réalité de trouver un moyen de retirer l'objet. Voyant que le chat est enfin prêt à raconter son histoire, le protagoniste l'écoute attentivement. Le félin explique que la secte du dragon, le plus grand gang de Shinking, contrôle de nombreuses entreprises. Le félin avait été pris en embuscade chez lui, quelqu'un lui ayant forcé l'anneau sur la patte, déclenchant ainsi sa transformation en chat. Lorsqu'il s'enfuit, il explique « Ma secte avait déjà été saisie par mes rivaux ». Avec un regard rempli de pure colère, le félin jure de se venger et d'éliminer tous ses ennemis. Le protagoniste lui demande quel est son prochain plan, notant que la bibliothèque semble un lieu peu probable pour trouver de l'aide. Le chat croise les bras avec assurance et annonce qu'il a déjà un plan. Selon lui, le jeune homme doit pratiquer les arts martiaux et devenir extrêmement puissant. Il explique qu'une fois qu'il sera fort, diverses organisations viendront à lui, apportant des indices sur les reliques. Notre héros esquisse un faible sourire, pensant que quelques-unes de ces organisations sont déjà venues le solliciter. Le félin déclare alors qu'il va l'introduire au meilleur dojo pour perfectionner ses compétences. D'un air mystérieux, il demande « As-tu déjà entendu parler du dojo du dragon caché ?» Le protagoniste semble surpris, mais répond qu'il en a bien entendu parler. Il explique que lorsqu'il voulait commencer les arts martiaux, il avait recherché les prix de tous les dojos de la ville et se rappelle que le dojo du dragon caché était le plus cher, avec une montagne de mauvaises critiques en ligne. Le chat ricane et rétorque que ces critiques viennent de faibles incapables de supporter l'entraînement intense. Quand le jeune homme demande comment rejoindre le dojo, l'animal explique qu'il suffit d'y pénétrer et de vaincre tout le monde à l'intérieur. Le félin, jugeant sa vision simpliste, précise que cette invasion n'est en réalité qu'une sorte d'entretien d'embauche. Il illustre une pyramide de rangs, les étudiants payant en bas, les envahisseurs réussis au sommet. Un esprit invincible est la clé du parcours martial. Pour le félin, attaquer le dojo est le test ultime, la meilleure manière de prouver son véritable esprit de combattant et sa force. Le chat lui ordonne de se rendre au dojo le lendemain, mentionnant qu'il a quelques affaires importantes à régler. Le jour suivant, le protagoniste se prépare à suivre ce conseil peu orthodoxe. À son arrivée, un instructeur l'accueille au dojo du dragon caché. Alors qu'il serre la main de l'instructeur pour se présenter, celui-ci l'interrompt en plein élan. Le jeune homme réalise que l'homme serre sa main avec une force immense et se demande si c'est un test. Décidant de prendre cela au sérieux, il concentre son vrai QI dans sa main. L'instructeur hurle de douleur, le suppliant de relâcher sa main immédiatement. Les autres étudiants éclatent de rire, tandis que l'instructeur embarrassé les réprimande pour leur bruit. Soudain, une annonce retentit, le vieux maître du dojo et ses disciples approchent. Un vieil homme en fauteuil roulant apparaît avec 4 disciples, surprenant tout le monde. Mais le protagoniste est véritablement choqué de voir le chat Warner confortablement assis sur les genoux du maître. L'ancien commande le silence, et la tension dans la pièce devient instantanément palpable. Il s'adresse directement au jeune homme. « Qui es-tu, toi qui es venu défier mon dojo ?» Le chat sur les genoux du maître lui adresse un discret clin d'œil, le laissant complètement confus. Shu Zhang évalue le groupe et déclare avec assurance « Pas un mauvais accueil du tout. Cela fait longtemps que quelqu'un n'a osé envahir ce dojo. » Le maître demande « Penses-tu être qualifié ?» Le jeune homme consulte rapidement ses statistiques, constate ses faibles niveaux de combat et ne sait pas quoi répondre. L'ancien annonce qu'il posera quelques questions, et notre héros accepte. Il demande son nom, son âge, et s'informe même de sa famille et de sa profession. Le protagoniste devient tendu, se demandant s'il s'agit d'un entretien d'embauche ou d'une demande en mariage. Le maître rit comme pour un futur gendre. Le jeune homme se demande ce qui se passe, et le chat répond silencieusement qu'il n'en a aucune idée. Une des disciples prend la parole. Pour savoir s'il est qualifié, il faut d'abord se battre. Une étincelle d'intérêt s'allume dans les yeux de notre héros face à ce défi. La jeune fille prend une posture de combat et dit « Ne t'inquiète pas, petit frère. Je vais y aller doucement. » Totalement impassible, le jeune homme accepte le défi, se préparant au combat imminent.
La disciple se jette en avant, surprenant les autres étudiants. L'instructeur, dont la main avait été écrasée plus tôt, ricane. Le gros gamin va se faire démolir. Alarmé par sa vitesse, le félin panique et appelle Shu Jing avec inquiétude. Un réticule bleu apparaît dans les yeux de la jeune fille, laissant penser à un système de combat. Elle enchaîne une rafale de coups, mais le protagoniste les esquive tous sans effort. Profitant d'une ouverture, il attrape le bras de la jeune fille en plein assaut et, en un mouvement fluide, la projette par-dessus son épaule, la faisant tomber lourdement au sol. La jeune fille est complètement sonnée, éblouie par la précision du jeune homme. Les autres disciples restent stupéfaits, commentant sa vision et ses déplacements parfaits. Le maître rit, félicitant le chat d'avoir trouvé un élève aussi prometteur, et le félin s'attribue fièrement le mérite alors que le système affiche l'expérience acquise. Shu Jing demande si son défi a été réussi. Le vieil homme confirme qu'en battant Ju Shaning, il a déjà été qualifié comme disciple direct. Avec un sourire chaleureux, le maître ajoute « N'est-il pas temps de m'appeler maître ?» Le protagoniste, légèrement confus par la formulation, ne comprend pas tout à fait la blague. Il s'incline respectueusement, saluant son nouveau maître et les aînés du dojo. La fille au sol se présente comme Yu Shaning, admettant qu'elle l'avait sous-estimé. Shu Jing la remercie pour la leçon, réalisant qu'elle devait être la plus récente recrue avant lui. Une femme s'approche, l'appelant jeune maître Shu, et propose de s'occuper de ses formalités administratives. Le maître explique qu'en tant que nouveau résident de l'anneau intérieur, le titre formel est approprié. Le jeune homme, clairement mal à l'aise avec ce nouveau titre, demande s'ils peuvent utiliser quelque chose de moins formel. La femme suggère maître Jing, et il accepte simplement pour dépasser cette conversation gênante. La scène passe ensuite à un salon avec un panneau indiquant des vêtements sur la porte. À l'intérieur, il remarque au chat que l'invasion n'était pas aussi difficile que présentée, mais le félin répond avec sérieux qu'en réalité, elle est bien plus forte que lui. Un graphique de statistiques apparaît, montrant que les attributs de la jeune fille surpassent largement les siens dans presque toutes les catégories. Elle t'a sous-estimé, explique l'animal. Mais une victoire reste une victoire. Notre héros comprend qu'il a gagné par chance et qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir dans son entraînement. Il demande où le chat était passé la veille, et le félin révèle qu'il devait rendre visite à grand-père là. Le félin précise que ce grand-père avait presque été l'amant de sa grand-mère, ce que le jeune homme trouve hilarant. La femme revient et lui remet une nouvelle carte d'identité, lui valant 20 points de charisme supplémentaires. Le lendemain, un étudiant remarque qu'il a entendu dire que le nouveau venu s'était entraîné toute la nuit sans pause. On voit alors le protagoniste se pousser à l'extrême, plusieurs notifications d'expérience apparaissant à l'écran. Sa force intérieure progresse au niveau 2 et son charisme augmente simultanément de 35 points. Continue comme ça, l'encourage le maître depuis le côté. Encore un peu, dit-il en maintenant son regard rempli de détermination. Le jeune homme poursuit, refusant de laisser ses efforts être vains. Une lumière dorée l'enveloppe alors que le système le félicite pour avoir atteint un nouveau niveau. Après cette séance épuisante, il s'effondre enfin au sol, complètement vidé. Le vieil homme le félicite, déclarant que de tous les disciples qu'il ait formés, ce jeune homme est le plus prometteur. Il ajoute que bientôt, notre héros sera prêt à cultiver la méthode du cœur de la secte du dragon caché. Le jeune homme s'assoit, excité, et demande quel niveau il doit atteindre pour apprendre cette nouvelle méthode. Le maître tend la main et lui demande de la prendre pour un rapide test. Pensant qu'il s'agit simplement d'un exercice d'entraînement, le jeune homme s'exécute, mais le vieil homme semble avoir une autre intention. Les yeux du maître deviennent rouges alors qu'il concentre son énergie avec une expression féroce. Une immense quantité de QI circule dans le corps du jeune homme, le prenant complètement par surprise. Il tente de résister, mais l'énergie est si écrasante qu'il se retrouve totalement impuissant. « Quel sport pratiques-tu » demande le vieil homme. Le jeune homme répond « Je fais juste un peu de jogging de temps en temps ». Il s'inquiète pour son corps, mais le maître le rassure, il n'y a aucun problème. Il explique que son corps possède un équilibre terriblement parfait, comme sculpté par un dieu. Le maître le qualifie de prodige des arts martiaux, bien que le jeune homme sache que c'est en grande partie grâce à son panneau système. Impatient, il demande s'il peut maintenant apprendre la méthode, et le vieil homme rit de son empressement. Il explique que son corps est couvert de micro-blessures et qu'essayer de cultiver maintenant serait dangereux. Avec un air sérieux, le protagoniste demande comment se préparer. Le maître l'instruit d'aller dans la salle principale, ajoutant qu'il enverra quelqu'un avec une pommade spéciale. La scène change pour montrer le dojo du dragon caché illuminé contre le ciel nocturne. Un coup retentit à la porte, et le protagoniste, indifférent,
dit à la personne d'entrée. Juzning pénètre, annonçant qu'elle est venue soigner les blessures de son petit frère junior. Le jeune homme devient nerveux, se demandant si elle cherche en réalité à se venger de sa défaite. La jeune fille lui demande alors d'enlever sa chemise, ce qui le laisse légèrement confus. Il s'exécute et elle complimente sa silhouette, notant qu'il est bien bâti. Cette interaction lui vaut immédiatement 45 points de charisme supplémentaires selon son système. Allongé sur le lit, son aîné le prévient de ne pas bouger. Elle commence à appliquer la pommade, mais sa proximité le rend un peu tendu. « Ne bouge pas », le gronde-t-elle, le laissant se demander ce qu'elle prépare. Elle frotte la pommade sur sa poitrine, admettant qu'elle est très compétitive. Avec un sourire espiègle, elle se penche encore plus près pour poursuivre son traitement spécial. Il est surpris par la force de ses mains et leur fermeté. L'aîné lui demande ensuite pourquoi il est si silencieux, le laissant sans réponse. Gêné, il répond « Ce n'est rien. Tout va bien tant que tu es contente. » Elle avoue alors qu'elle avait été négligente pendant leur combat et voulait se venger un peu en le taquinant. « Tu n'es pas en colère, j'espère ?» demande-t-elle, ce qui lui rapporte encore 45 points de charisme. Le système confirme la hausse de charisme suite à cette interaction. « Je ne suis pas en colère, » dit-il. « Ça a juste piqué un peu, mais continue si tu veux. » Souriante, elle annonce qu'elle a terminé le haut du corps et lui demande d'enlever son pantalon. Le protagoniste insiste rapidement qu'il peut gérer la partie inférieure lui-même pour ne pas déranger son aîné. Elle éclate de rire, révélant qu'elle plaisantait et qu'il avait l'air terrifié, tout en lui tendant la pommade. Elle ajoute qu'il devra gérer le reste seul, puis quitte la pièce en fredonnant joyeusement, laissant notre héros dans un état de confusion. Plus tard, en marchant dans la ville, il pense « C'était terrifiant. Cette femme a failli me démonter. » Soudain, une notification système le félicite pour la montée de niveau de ses compétences. Voyant son nouveau niveau, il décide, puisqu'il est libre, de se rendre à cette fameuse réunion à la bibliothèque. Il réfléchit à la White Raven Squad, supposant qu'il s'agit probablement d'une unité spéciale de police. Devant le bâtiment, il se demande pourquoi un rendez-vous aurait lieu dans un lieu si public. La caméra se concentre sur la plaque dorée à l'entrée, Kingshing Librairie. Arrivé au 7e étage, il trouve l'endroit complètement vide et se demande si c'était un piège. Mais quelqu'un l'appelle alors par son nom. Avec une expression sérieuse, le jeune homme se retourne et voit une femme blonde se présenter. Il demande immédiatement où se trouve Voidblad et pourquoi ils ont choisi ce lieu. La capitaine explique que la blonde est son informatrice, raison pour laquelle ils ne pouvaient se rencontrer au poste. La blonde admet qu'elle était sceptique au début, mais après l'avoir vue en action, il a sa pleine approbation. S'asseyant à la table, elle lui tente officiellement une invitation à rejoindre leur organisation. Le protagoniste, un pied posé sur la table, demande « Et sur quelle base devrais-je accepter votre invitation ?» Elle sourit et répond « Parce que tu es curieux à propos des célèbres reliques divines, n'est-ce pas ?» Notre héros est complètement stupéfait par sa question, se demandant comment elle pourrait le savoir. Voyant qu'elle a touché juste, elle demande comment il a découvert les reliques divines. Le protagoniste n'a aucun commentaire, son esprit tournant pour comprendre le passé de cette femme. La blonde saisit alors une bouteille d'eau pour lui verser un verre, intriguée par la situation. « Ce n'est pas grave si tu ne veux pas parler, » dit-elle. « C'est ma faute de ne pas t'avoir donné assez d'informations dès le départ. » Avec un sourire, elle pousse le verre vers lui, l'invitant à boire. Complètement perdu, il décide de jouer le jeu et prend une gorgée pour voir ce qui se passe. À sa surprise, il s'aperçoit qu'il ne s'agit que d'eau ordinaire, sans goût particulier. La femme utilise ensuite la même eau pour remplir une théière ornée et verse à nouveau dans son verre. « C'est toujours de l'eau ordinaire ?» demande-t-il, essayant de comprendre son intention. Malgré ses soupçons, il goûte encore une fois. À sa grande stupéfaction, il découvre que l'eau a désormais un goût sucré et se demande comment cela est possible. La blonde explique que, il y a 287 ans, un être appelé Dieu a disparu. Les points de lumière qui se sont dispersés à cet événement ont donné naissance à quelque chose de nouveau. Ces modes de lumière sont devenus connus sous le nom de sang de Dieu et ont plu sur le monde entier. Le sang de Dieu s'était ensuite infusé dans divers objets et êtres vivants, transformant à jamais la planète et tout ce qui avait été touché par cette énergie. La femme blonde conclut que ce que nous appelons aujourd'hui des reliques divines provient de ce phénomène. Le jeune homme, encore à moitié sceptique et se demandant si elle n'avait pas simplement ajouté du sucre dans son eau, demanda à voir la relique. Dès qu'il touche la théière, son système détecte la divinité et commence à absorber son énergie. Ravi, il s'enquiert de la fonction de la relique,
supposant qu'elle pourrait faire bouillir de l'eau à partir de rien. La femme rit doucement, pensant à quel point il est mignon et naïf, et lui confirme qu'il est sur la bonne voie. Remarquant que le niveau d'eau dans la théière ne baisse jamais, il demande si elle est infinie, ce qui lui vaut des éloges pour son ingéniosité. Son système continue d'absorber le pouvoir de la relique, lui permettant d'accumuler 502 points de divinité. La femme blonde explique ensuite qu'en tant qu'étudiant d'élite, il doit comprendre les implications d'un tel objet. Le jeune homme comprend alors, ces reliques divines sont capables de défier complètement les lois de leur monde. Il se demande si la théière fonctionne comme une sorte de machine à mouvement perpétuel et comment cela pourrait se relier à la ville. Mais la femme l'avertit de ne pas trop réfléchir, l'existence même d'une relique divine représente l'irraisonnable. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle lui révèle tout cela, elle lui explique que c'est parce qu'il a vaincu un monstre 3 jours plus tôt. Elle le complimente, affirmant qu'à un niveau spirituel, il a déjà surpassé la vaste majorité des gens. Sur ce, elle lui tend la main, l'invitant officiellement à rejoindre son organisation de contintement des reliques. Sans hésiter, il saisit sa main, le regard rempli d'une sincérité désespérée, et supplie de faire partie de l'équipe. « J'obéirai à tous vos ordres », s'écrie-t-il.